3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Chapon est avec nous, le directeur de la gestion cotée et de la dette privée chez Arkea Asset Management. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Xavier Chapard nous accompagne également, stratégiste chez LBP Asset Management. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Et Julien Nebenzal est également à nos côtés, le président d'Itoro Patrimoine. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, messieurs, pour nous éclairer sur cette situation de marché. Julien, je veux bien commencer avec vous. Alors, je ne sais pas jusqu'où on reprend la séquence, mais septembre et octobre ont été des mois très positifs encore pour la prise de risque. On rebondit depuis le point bas d'avril et de Liberation Day. C'est vrai que les premières semaines, et le mois de novembre est quasiment terminé au moment où on se parle, les semaines de novembre ont été beaucoup plus agitées, beaucoup plus volatiles, beaucoup plus bruitées peut-être également. La question étant, derrière le bruit du mois de novembre, est-ce qu'il y a quand même des signaux de tendances plus profondes qui seraient en train de se développer et qui justifieraient peut-être une approche plus prudente des marchés d'actifs? Oui, alors sur le comportement des prix au mois de novembre, il y a des choses effectivement qui se sont passées, mais si je prends une casquette d'analyse technique, à mon sens, rien de grave. Donc on ne peut pas parler d'un signal en provenance de cette observation. Après, comme je travaille sur les cycles économiques, les cycles, il y en a plusieurs évidemment, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, mais celui qu'on regarde souvent, c'est le plus court, celui qui dure environ 3 ans et demi, cycle de Kitchin. On sait qu'on a eu un creux sur l'activité économique américaine en 2023, on va dire sur le premier semestre. Les cycles se mesurant de creux à creux, le prochain creux se situera en 2027. On est donc fin 2025, ce qui veut dire que nous avons devant nous un prochain creux et nous sommes plutôt hauts en termes d'activité économique. Donc entre maintenant et dans un an et un peu plus d'un an et demi, il y aura un ralentissement aux États-Unis au niveau de l'activité économique. Voilà, ça c'est la première chose. Ça n'arrive pas, ce sommet de la cloche en quelque sorte n'arrive pas au début. Arrive soit en milieu, soit vers la fin, ça dépend du type de cycle dont on parle. Là aujourd'hui, on est dans la zone dans laquelle ça peut arriver. La question, c'est comment on croise ça avec le sentiment de marché. C'est le deuxième bloc. Alors la bourse a tendance quand même bien à refléter ces cycles. On les voit bien en tout cas en bourse. Ça se superpose pas mal. Si on est attentif, on les trouve. D'accord. C'est pas mystérieux. Mais il y a toujours environ 6 mois de décalage, ce qui est normal, puisque le marché se compte toujours énormément d'informations avant qu'elles ne soient diffusées dans l'économie. Quand je parle de point bas d'activité aux États-Unis en 2023, c'est l'activité du réel. L'anticipation, elle est faite avant. D'ailleurs, le point bas de marché est en octobre 2022 ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, un cycle haussier, pour qu'il soit complet, la logique veut qu'il y ait dans le cycle 2 moments de correction. Ce qui veut dire que j'ai 3 vagues de hausse qui sont séparées par 2 vagues de correction. La première a eu lieu en 2023, à l'été, c'était les taux, c'était les problèmes des banques régionales. Ça a généré quelque chose de significatif qui n'a pas non plus déclenché des peurs paniques. Et la deuxième correction, c'est le Liberation Day. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus significatif et qui est assez symptomatique des deuxièmes corrections dans un cycle. Elles sont en général brusques, très violentes, rapides. Et elles sont tellement rapides que la construction derrière, la reprise, est en général tout aussi féroce. Là, elle était peut-être encore plus que d'habitude. Oui, elle a été historiquement féroce, voilà. Cette reprise post-Liberation Day. En quelques semaines, on a effacé le choc de Liberation Day. Voilà, mais vous avez en 98 un phénomène avec LTCM similaire qui s'est passé. Ceux qui étaient sur le marché à ce moment-là ont pu le voir aussi. À chaque fois, les prismes, enfin les raisons changent, mais les formes restent les mêmes. La troisième partie, le troisième bloc de hausse, après donc une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, la dernière partie, elle doit être qualifiée... Pour qu'elle soit la dernière partie, il faut qu'elle ait des éléments spéculatifs. Ah. Voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont une série d'éléments spéculatifs. D'accord. Tous les gens qui savent, ce qui n'est pas moi, mon cas, en tout cas c'est pas mon domaine d'intervention, tous ceux qui parlent de valorisation disent que les valorisations qu'on a aujourd'hui ne font pas particulièrement sens. Nous sommes donc dans quelque chose qui est spéculatif. Si on regarde le raisonnement qui a été tenu sur les crypto-monnaies au cours ne serait-ce que des derniers mois, on est et là, je fais référence à la décision américaine de créer des stablecoins avec pour origine des entreprises privées. On est sur quelque chose qui est plus que spéculatif, qui en fait, pour certains dont je fais partie, n'a pas de sens. C'est un projet qui n'a pas de sens. Mais je m'étonne que tout le monde ne le constate pas, et notamment les Américains. Mais c'est spéculatif. Et des éléments comme ça, je pourrais en ajouter d'autres sur l'importance aussi qu'on attribue au retail. On dit, le retail fait le marché. Oui, le retail est important. En France, c'est 5% du volume. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Oui. Mais
certes, c'est important, mais quand vous comparez ça avec la puissance, les masses financières qui sont capables d'exécuter des algorithmes sur les marchés, le retail, il a un impact, mais on ne va pas non plus en faire une sorte de nouvel être avec un pouvoir exceptionnel. Donc, tous ces éléments sont de nature spéculative. Donc, pour moi, les conditions sont réunies pour changer d'allocation et dérisquer très sensiblement les allocations, à l'opposé on va dire de 2022, qui était une opportunité de reprise. Ouais, je comprends. Voilà. On reviendra précisément sur ce que ça veut dire changer les allocations, mais tour de table quand même sur ces considérations. Alors, avec vos outils d'analyse, l'expertise que chacun d'entre vous a autour de la table, Xavier Chapard, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Est-ce que le cycle ou la phase de marché dans laquelle on a vécu ces derniers mois, est-ce que c'est une phase de marché qui est en train de s'éteindre pour passer à autre chose? Oui, enfin pour moi, l'analyse, c'est de dire qu'il y a eu le rebond post-Liberation Day qui était très fort. On est arrivé au bout de ça avec même un peu trop d'optimisme en septembre-octobre. On l'a vu avec des performances très très fortes. Donc pour moi, novembre, c'est plutôt une respiration nécessaire et on le voit sur les indicateurs d'appétit pour le risque, de positionnement. On revient vers les moyennes, en fait, vers des situations moyennes, alors qu'on était très optimiste mi-octobre. Mais je vois pas de signe de retournement du cycle. Que ça soit économique, on voit les PMI restent très bons et pour l'instant la croissance mondiale tient toujours. Et sur le monétaire, donc il y a toujours des questions sur la Fed, tout ça, mais au final, l'image globale, c'est quand même une Fed qui baisse ses taux légèrement, graduellement, mais qui les baisse. Donc, j'allais dire, la toile de fond macro, elle reste positive pour moi, au moins jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc, on reste, nous, plutôt sur des allocations risquées. Voilà. Ouais. On sait qu'il y a pas mal de nuages qui vont arriver probablement au cours de l'année 2026, mais pour nous, il est un peu trop tôt pour se protéger. Est-ce que ce sera quand même 2026 une année de ralentissement de l'économie américaine? Il y a un vrai débat. Moi, je discute avec des économistes. Certains d'entre eux estiment que le point bas a déjà été passé, peut-être là, au cours du deuxième trimestre de cette année aux États-Unis. Et puis, on voit Julien qui, lui, avec le travail sur les cycles qu'il caractérise, qui estime que non, le vrai point bas, il sera plutôt 2027, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En 2027, je prévois pas jusque-là, surtout dans la situation actuelle. Mais 26, pour moi, c'est plutôt une réaccélération légère après un trou qui serait en fin d'année là, aux États-Unis. Donc, on va avoir des données probablement un peu moins bonnes sur l'activité réelle, mais on voit que les indicateurs de confiance, notamment la confiance des entreprises, commencent à se reprendre, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la guerre commerciale. Donc, ça suggère qu'en 2026, ça devrait tenir. Pour moi, le plus gros risque 2026, c'est une réaccélération de l'inflation américaine. Et du coup, un changement de discours de la Fed. C'est pas une prévision, c'est un risque. Donc, mais c'est le risque principal du scénario. Oui, c'est ça. Exactement, du scénario macro. Après, il y a des risques sur les annonces politiques. Bon, ça, on sait tous et on le voit tous les jours. Et un risque sur les marchés. Voilà, une déception sur l'IA. Mais pour moi, je la vois pas avant la deuxième partie de l'année prochaine. Et pour maîtriser ce risque, si on se place du point de vue de la Fed, il est urgent qu'elle stoppe ses baisses de taux dès le prochain meeting? Ou est-ce qu'il y a quand même la place pour, j'allais dire, être cohérent aussi avec l'analyse qui était faite par la Fed et Jérôme Powell, ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois en arrière? C'est-à-dire que s'arrêter au bout de 2 baisses de taux, quand on a quand même imaginé qu'on pouvait neutraliser la politique monétaire, ça peut aussi montrer une forme d'incohérence dans le discours à un moment. Alors moi, je pense qu'ils n'iront pas jusqu'à neutraliser, donc jusqu'à des taux à 3%, ils s'arrêteront avant. Maintenant, il y a encore un peu de marge. Encore presque à 4. Il y a encore au moins 2 baisses de taux que la Fed peut faire pour garantir dans sa vision de risk management. Donc, je desserre un petit peu, mais il n'y a pas de raison pour nous, tant que l'activité ne chute pas vraiment plus, d'avoir une Fed très accommodante. C'est peut-être ça, en novembre, ce qui a choqué un peu les marchés, c'est qu'ils sont passés une vision avec la Fed qui allait vraiment soutenir. Le vrai cycle de baisse. Voilà, à un truc plus raisonnable qui est la Fed ajuste, mais n'assouplit pas fortement. On appelait ça un ajustement de mid-cycle. Exactement. De milieu de cycle. Xavier Chapon, puisqu'on est sur la Fed, le cycle américain, qu'est-ce qui va fonder la décision de la Fed les 9 et 10 décembre prochains? Sur quoi est-ce que la Fed va se fonder pour prendre une décision? Parce qu'il faudra bien décider quelque chose. Comme d'habitude, en fait, la Fed s'appuie sur 2 éléments, l'emploi et
enfin l'emploi et la croissance d'un côté et l'inflation de l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine faiblesse sur l'emploi, on le voit, les derniers chiffres le prouvent. En ce qui concerne l'inflation, on ne voit pas de traduction véritable de l'impact des droits de douane sur l'inflation américaine. Maintenant, c'est aussi parce que les entreprises prennent en compte ces droits de douane et donc le coût des intrants reste dans les entreprises, donc ça a quand même un deuxième impact. C'est évidemment la situation financière des entreprises in fine et leur capacité derrière à pouvoir traduire le coût des intrants dans les prix finaux. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation de l'emploi, les entreprises ne peuvent pas particulièrement se le permettre. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, la Banque centrale se doit de continuer de baisser ses taux. Je suis assez d'accord, je la vois mal aller jusqu'à 3%. En revanche, le processus de baisse des taux, il est enclenché, il ne va pas se faire sur 2 baisses. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Banque centrale, quand elle entame un mouvement de baisse des taux, elle y va. D'autant plus que nous avons des taux courts qui sont à 4%, des taux longs qui sont à 4,05%, et donc on a une pontification de la courbe qui n'existe pas. Donc il y a quand même un besoin de reconstitution de la prime de terme, ça c'est un deuxième élément. Et puis on a aussi la situation de la dette de l'État américain. Vous parliez des stablecoins. L'une des composantes en fait de la décision, c'était aussi d'avoir en contrepartie des achats de dettes d'États américains courts, en dollars, bien sûr, donc pour soutenir le dollar et aussi pour soutenir la dette américaine. Et donc créer de nouveaux acheteurs marginaux pour du T-bills américain, quoi. Tout à fait. Et donc ça signifie bien qu'il y a un vrai besoin pour ça. Il y a un vrai besoin pour l'État américain de soutenir sa dette et de soutenir son économie. Et compte tenu du pouvoir politique du moment, on a quand même une banque centrale qui est un petit peu poussée à baisser ses taux. Et on voit bien, c'est vrai, c'est 4-4 autour. C'est très très limite pour savoir qui va décider. Maintenant, on a quand même Jérôme Powell qui va dans ce sens-là. Donc, il y a quand même de fortes chances. J'ai l'impression qu'il y a plus moins de choses dans le board aujourd'hui, et peut-être volontairement d'ailleurs. C'est assez sûr. Il n'a plus que quelques mois en tant que président. Ouais. Donc, il est dans cette configuration-là, mais il entend les messages. Et puis surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas ces chiffres d'inflation qui puissent faire peur pour baisser les taux. Après, en termes de risque de marché, oui, je pense qu'il va y avoir de la volatilité. Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises, si elles ne retraduisent pas la hausse des coûts des intrants dans leur prix, à un moment ou un autre. C'est les marges qui prennent, quoi. Ce sont les marges qui prennent. Ouais. Voilà. Bon. Et sur l'inflation, d'accord avec ce que nous disait Xavier Chapard juste avant, Xavier, le risque inflationniste reste un risque fort aujourd'hui pour la Réserve fédérale américaine. Bien sûr. Et donc la capacité à baisser ses taux significativement se réduit. Sur la question qui fait le lien avec les stablecoins, c'est-à-dire absorber les émissions du Trésor américain l'an prochain, que ce soit sur le court ou sur le plus long, le fait que la politique de bilan redevienne un outil actif de gestion de la politique monétaire, il y a un lien direct avec cette situation d'émission du Trésor l'an prochain, Xavier ? Oui. Et clair. Ça permet, dans quelle mesure est-ce que ça permet de rendre le Trésor confortable avec son programme d'émission l'an prochain ? Alors ça va le rendre confortable au moins sur un élément qui va lui permettre en fait de rallonger sa dette. Aujourd'hui, il a surtout massivement émis sur de la dette courte. Il va pouvoir donc revoir les maturités sur des maturités bien plus longues. Donc ça va lui donner un petit peu de confort sur ses emprunts. Parce que quoi ? Parce que la Fed achètera la partie courte ? Non, justement, elle achètera du plus long. D'accord. Donc en fait, il n'y aura pas d'impact trop significatif à la hausse des taux longs américains, enfin normalement. Voilà. Tout dépendra aussi de l'action des autres acteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la dette américaine est détenue majoritairement par des Américains, globalement, tout investisseur confondu. Mais là où on a de la volatilité, c'est évidemment sur les acteurs étrangers, comme les Japonais, les Chinois, qui sont toujours des acteurs présents significativement sur la dette américaine. Et eux seraient plus amenés à sortir. Et donc la Banque centrale pourra se mettre en face. Ouais. Donc pour moi, pas de remontée très significative des taux longs, mais néanmoins une repentification de la courbe. Ouais, sur le bilan de la Fed et les émissions du Trésor l'an prochain. Alors, moi, ce que j'ai regardé, a priori, la Fed devrait surtout racheter du court.
Moi, c'est ce pour que j'ai réaugmenter compris. son Moi, bilan. Alors, mais- on va voir. Elle n'a pas été très précise. On sait que tous Il les... y a un flou. oui. Il y a un flou entretenu, savamment. Tous les titres de dette liés au mortgage, enfin au crédit hypothécaire qui arrive à échéance, Ouais. elle a dit qu'elle réinvestirait en T-bill, donc en très court. Ça, c'est- Sur la partie des treasuries, donc des bons du trésor qui vont arriver à échéance, elle est plus floue. Mais moi, je pense qu'elle va rester sur le court pour essayer de pas trop être politique, et ça a l'air d'être accepté par le Trésor américain, qui tilte, en gros, on risque d'avoir 800 milliards d'émissions de net d'obligations de courte Ouais. l'année prochaine, et si la Fed rachète tout en cours, elle achète un tiers de ça. D'accord. Donc ça fait Oui. déjà... C'est un bon soulagement, quand même. C'est un bon soulagement, notamment pour la partie courte de la courbe que la Fed veut contrôler. Bon. Mais il y a une vraie question politique de Oui, comment le après, Trésor va piloter Voilà, il y a une vraie voir question ce politique. programme. Et puis aujourd'hui, on a le TGA qui est assez significatif. Le Trésor. C'est le compte du Trésor à la Fed, ça. Exactement. Il a reconstitué en fait son compte de façon assez significative. Et là, l'objectif, c'est de l'utiliser. Donc, à mon sens, l'objectif sera d'aller sur des maturités plus longues. Bon, je dirais pas symbiose, mais on sent en tout cas une volonté d'aligner la politique monétaire, y compris quantitative, sur la politique du Trésor américain l'an prochain. Qu'est-ce que ça donne sur le front de l'inflation, Julien? Je reviens vers vous, mais je comprends cette histoire effectivement de ralentissement américain là dans les 24 prochains mois. Est-ce que ralentissement de l'activité réelle aux États-Unis, est-ce que ça veut dire que l'inflation devient ne devient plus un problème et permet à la Fed d'accompagner ce cycle de ralentissement de l'économie américaine en baissant ses taux? Alors, sur la politique monétaire de la Banque centrale américaine, après la phase de hausse de taux, sur les différentes hypothèses de baisse de taux, j'ai toujours tenu le discours que la seule possibilité était une forme de normalisation. Et je crois que depuis le sommet, on a dû perdre 100 points de base à peu près. Peut-être je me trompe. Sur quoi? Sur le 10 ans américain? Non, sur la politique monétaire, sur les faits. Ah oui, 125. 125. Voilà. La normalisation, je ne savais pas la quantifier. Maintenant, ces 125 points de base, pour moi, sont du domaine de la normalisation. C'est-à-dire, les taux ont été normalisés d'abord par rapport aux conditions antérieures qui étaient aberrantes. Mmh. Et comme on ne connaissait pas le bon niveau, on a atterri 125 points de base plus bas. Maintenant, compte tenu de ce que j'anticipe sur la croissance, alors vous me relancez d'ailleurs sur 2027 et je réponds bien volontiers, mais je n'ai pas de boule de cristal. Je constate juste que les cycles se répètent et que, utilisant cette répétition, ça me donne une fenêtre pointe de 2027. temps. Voilà, J'entends. Mais je ne sais pas ni ce qui va se passer, ni pourquoi ça se passera. La Banque centrale américaine, donc, je pense, va être maintenant en condition de baisser ses taux. Mais face à ça, elle va rencontrer un problème que vous venez de mentionner, c'est l'inflation. D'accord. Donc je pense que l'inflation ne peut pas baisser. Et alors là, je sors baisser. Je sors un tout petit peu de ma partie analyse comportementale. Je vais un petit peu dans mes origines de politique monétaire, sans être ni keynésien ni friedmanien, on va dire. Mais comment peut-on imaginer que, avec des déficits publics aux États-Unis gigantesques, financés tantôt par des émissions de nouvelles monnaies numériques ou par la Banque centrale, on puisse aboutir à une inflation qui reprend un chemin de type déflationniste, c'est-à-dire aller à 2% en dessous. Comment peut-on le penser? Je ne le sais pas. Je veux dire que tout se construit, déficit énorme, recherche de financement des bills, tout se construit pour que l'offre de monnaie soit colossale. Parce qu'on a réussi à observer quand même des périodes de forte croissance aux États-Unis ces dernières années, avec un grand mouvement désinflationniste en parallèle. Oui, mais je rajoute l'offre de monnaie qui croît et qui croît et qui croît dans l'histoire, c'est toujours symptomatique de décadence du système. Toujours. Ça arrive toujours dans ces mêmes types de moments. Et quel est, je ne vais pas faire un grand débat là-dessus, mais qu'est-ce que Trump, qui est le président des Américains, quel meilleur symbole voilà. Que la décadence du moment. C'est pour ça que je ne vois pas comment la Banque fédérale va baisser ses taux, mais elle va devoir le faire. Et je termine juste un point, et je l'ai évoqué tout à l'heure en off. L'expérience des grands moments d'inflation, c'est ce qui a été détecté par Kondratiev en 1927. Les pics d'inflation, il y en a maintenant 6 qu'on a répertoriés, ils sont séparés de 55 ans, et ils arrivent toujours par paire, il y a toujours entre 4 et 7 ans entre les deux, comme on en a eu en 2022. Je ne sais pas ni pourquoi ni quand,
mais il y en aura un autre. Et le contexte que je viens de décrire, Fermez ça. c'est un terreau. Votre position n'a pas varié sur ce sujet depuis qu'on se parle, depuis que je vous connais, Julien, et depuis qu'on a connu cette première crise inflationniste en 2022. Non, mais par contre, comme à chaque fois je vous pose la question, vous n'avez pas l'ampleur de la deuxième vague inflationniste qui viendrait après celle qui nous a quasiment amené à 10% d'inflation aux États-Unis. Je ne sais ni quand ni combien. D'accord. Mais je termine en 30 secondes. C'est la même analogie que d'avoir des taux à zéro ou en dessous de zéro pendant des années. Ça ne peut pas produire de la déflation. Par construction, c'est un terreau pour l'inflation. C'est exactement ce qu'on a vu. Il y a des quantités d'argent qui avaient été empruntées à 0% qui sont parties dans la supply chain. Et alors là, évidemment, on ne pouvait absolument pas contenir les prix. Dès qu'il y a eu l'étincelle de type Ukraine, de type réouverture post-Covid, etc. D'accord avec... Est-ce que vous partagez quand même cette idée-là, Xavier Chapon, et qu'est-ce que ça implique aussi pour des portefeuilles? Je veux bien qu'on en discute là aussi. Hein. Oui, non, je suis Puisque le risque inflationniste, les deux Xavier nous disent là aussi que le risque inflationniste est le risque principal pour la Fed encore aujourd'hui. Ça reste le risque principal pour la Fed, ce qui n'est pas le cas obligatoirement pour la zone euro. Mais oui, je pense que c'est vraiment le risque, et c'est vrai qu'on est dans une situation pré-crise. On ne sait pas quand elle va arriver, mais elle est là. Et on le voit aussi dans la situation des niveaux de défaut que l'on peut commencer à avoir sur les petites et moyennes entreprises américaines. Et je pense que c'est là aussi, parce que justement, cette inflation s'est traduite dans ces entreprises qui n'ont pas été capables de le retraduire in fine. Et à un moment ou à un autre, ça va aussi se retraduire sur les entreprises de plus grande ampleur. Voilà, donc oui, c'est un véritable risque. Quand ? Difficile à dire, l'ampleur aussi. J'espère pas, on le disait tout à l'heure, je n'espère pas voir le même mouvement qu'en 2022, parce que ça veut dire krach obligataire aussi. Donc, situation quand même assez difficile. Et on n'a pas l'habitude d'avoir des krachs obligataires aussi fréquents sur peu de périodes. Bon, moi, je me souviens de 94, un peu compliqué, mais néanmoins, ça ne s'est pas retrouvé. Ça s'est retrouvé 5 ans après, un peu en 99. Bon, c'est vrai que là, 22, 27, c'est quelque chose de possible. J'ai du mal à quand même traduire le même mouvement d'inflation que ce qu'on a connu en 2022, parce qu'il y avait vraiment des éléments exogènes qui étaient très très forts. Je ne pense pas qu'on va les retrouver d'ici 2 ans. Mais pas la même magnificence, effectivement. Mais il y a ce risque-là. Sur les défauts, Xavier, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre lecture des marchés de dette privés, puisque c'est aussi une des fonctions qui vous est attribuée chez Arkéa Asset Management, Xavier, notamment aux États-Unis. Quand vous parlez d'accumulation de défauts du côté des PME américaines, est-ce que c'est bien dans cet univers de non-coté, de dette privée notamment, qu'il faut regarder aujourd'hui pour comprendre cette situation? Tout à fait, ça commence à se retrouver, donc c'est quelque chose d'assez important. Après, il y a eu des histoires aussi de malversation. Hein, il y a des fraudes. Voilà, il y a des fraudes, mais c'est aussi un marché qui a énormément joué de levier. Et je vous parlais tout à l'heure, en off, des BDC, donc des Business Development Company, qui sont des fonds cotés. Donc, comme des actions, et qui ont fortement baissé en fait depuis quelques mois. Et il faut savoir que ces sociétés-là doivent redistribuer à minima 90%. Donc, qui investissent en dette privée, qui sont des créanciers, ils investissent en dette privée et ils doivent rendre en dividende 90% de ces investissements. Donc, ça signifie évidemment qu'ils doivent avoir un revenu assez significatif. Et à partir du moment où on commence à avoir des faillites, eh bien, les revenus sous-jacents sont plus faibles et la difficulté est beaucoup plus importante pour payer ces dividendes. Et on est dans cette configuration-là, et c'est pour ça que ces fonds cotés ont fortement baissé depuis cet été. Donc, on a ce risque-là qui est en train de se mettre en place, avec un marché qui est quand même très profond, avec une dette privée qui est quelque chose de très ancien aux États-Unis. Hein. La désintermédiation bancaire date du 19e siècle, donc c'est quelque chose de très bien connu, mais avec une diffusion qui est totale, qui va justement jusqu'à l'investisseur privé qui y investit. Donc il y a des effets assez néfastes, in fine, sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la situation européenne, même si là aussi on a des défauts. On peut le voir en France, on a une augmentation assez significative des défauts pour les toutes petites entreprises, mais on n'est pas dans cette configuration-là. Et aujourd'hui, le risque est rémunéré et on va dire qu'on évalue en fait pour les fonds de dette entre 1,4 et 1,6% de défauts annuels. Et ceci aujourd'hui est rémunéré par le taux qui est servi, qui est supérieur à 6% en moyenne.
Et ça paraît être une hypothèse, confortable, conforme raisonnable. Avec voilà, on sait qu'il y a du risque, on ne va pas dire le contraire, mais c'est un risque aujourd'hui qui est rémunéré, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui aux États-Unis. Et en plus, on a la situation en fait aux États-Unis, les entreprises mettent en place en fait des systèmes de PIK, pay in kind, et qui en fait les met en situation de risque dès qu'ils commencent à avoir un peu moins de cash flow. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que sur la dette européenne, on a aussi du pay in kind. Quel niveau de contagion, comment on évalue? Parce qu'encore une fois, même si le marché américain est beaucoup plus mature, ces marchés de dette privée, il y a 15-20 ans, c'était quelques centaines de milliards. Aujourd'hui, ça se compte en trillions, peut-être 2 trillions 5, 3 trillions, je ne sais pas quelle évaluation on peut avoir, mais en tout cas, c'est gros. Donc, c'est potentiellement systémique. Quels sont les canaux de diffusion potentiels de ces marchés privés vers des marchés publics? Est-ce que les choses sont compartimentées ou est-ce que non? Ce sont des marchés qui appartiennent au même monde. Alors évidemment, ça appartient au même monde. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, ça se cantonne néanmoins sur des ETI et PME. Donc on peut vraiment les suivre de près. Il y a quand même un travail qui est fait par les investisseurs assez significatif. Les dossiers sont regardés de près, contrairement à First Brand, par exemple. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a une fraude, on le rappelle. Qui était une fraude, mais néanmoins... en train d'apparaître comme une fraude patente, ça c'est sûr. Ce qui n'enlève rien au fait que certains investisseurs n'ont peut-être pas fait le travail suffisant pour ne pas investir dans un dossier qui pouvait être perçu comme une fraude. C'est toujours la même histoire. Je vous parlais tout à l'heure, encore en off, d'Abengoa. Oui. En 2015, on était exactement dans la même configuration où, en fait, une entreprise qui était soutenue par un marché européen qui soutenait le solaire, et en particulier donc en Espagne, si on regardait de près les comptes de la société, c'était une société qui se faisait des prêts intra-groupes, mais qui en même temps empruntait sur le marché en milliards. Si on regardait ça de près, on pouvait quand même se poser la question de la raison pour laquelle il faisait ça. Donc voilà, je pense que si on fait le travail et si on est proche des entreprises qui émettent, et c'est le cas des investisseurs de dette privée, on peut véritablement accompagner ces entreprises. Mais c'est vrai que ce qu'il faut regarder, c'est à partir du moment où ces entreprises commencent à avoir des problématiques de restructuration, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de covenants qui sont revus. Par exemple, l'un des exemples classiques, c'est dette nette sur EBITDA. À partir du moment où c'est breaché, on renégocie en général le taux. Si on commence à avoir de plus en plus d'entreprises dans cette situation-là, ça signifie qu'il y a vraiment transmission et que le risque est là. Mais ce qu'il faut quand même voir en zone euro aujourd'hui, c'est que les sociétés qui ont des problèmes aujourd'hui, ce sont les sociétés qui, il y a 2 ans, 3 ans, étaient dans cette situation-là de restructuration et de renégociation de leurs covenants. Voilà. Donc elles sont bien identifiées. Elles sont bien identifiées. Voilà. Xavier Chapard, sur cette transmission du risque entre les marchés privés, les marchés cotés, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui existait moins avant et qui existe de plus en plus aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire aussi une petite parenthèse sur le thème de l'IA? Parce que là aussi, il y a la question des valorisations pour les entreprises publiques cotées dans l'IA, mais il y a toutes celles qui ne sont pas cotées, justement. Et on voit un niveau de dette IA qui est en train de monter. Les GAFAM s'endettent pour financer les CAPEX, mais dans le privé aussi, on s'endette pour financer le CAPEX IA. Oui, dans l'IA, la question, ça va être principalement sur la dette privée qui a été levée et en dehors des grosses entreprises. Des GAFAM. Des GAFAM. Celles qui ont du cash flow exactement. disponible. Et ça, il y en a aux États-Unis. Voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des défauts l'année prochaine sur certaines de ces entreprises-là. Plus globalement, nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est évidemment le risque de diffusion via le système financier. Je rappelle via les banques et via les assureurs, parce que je rappelle que les subprimes aux États-Unis, c'était 1 trilliard. Hein. Et là, on parle d'être privé. Tout petit marché, par rapport au marché immobilier. Exactement. Ça pesait rien. Donc, on sait que ça peut... ce qui est très dangereux, c'est quand c'est très leveragé et que ça touche le système financier. Nous, notre analyse pour l'instant, avec nos analyses bancaires, c'est de dire qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de risques encore, parce qu'il n'y a pas de leverage sur ces fonds-là. Aux États-Unis, il y a des assureurs qui sont très exposés au crédit privé et il y a certaines banques régionales qui sont moins régulées. Et donc là, il pourrait y avoir un peu plus de risques et de volatilité là-dessus.
Donc c'est quand même encore moins dangereux en Europe, j'allais dire. Ah ouais, le marché est plus sain en Europe. Exactement. Aussi parce qu'on est moins développé et que la hausse des expositions des banques à ces fonds-là a été beaucoup moins rapide. C'est vraiment aux États-Unis où il y a une très forte hausse. Alors, ça touche pas les très grosses banques américaines, où ça reste assez marginal dans leur business. Mais par contre, sur des plus petites banques et des assureurs, ça peut causer un peu de pression. Ouais. Bon, parlons stratégie de marché, stratégie d'investissement. Xavier, gardez la parole. Comment vous imaginez la fin d'année, les dynamiques de fin d'année sur les marchés? Et encore une fois, est-ce qu'il y a des changements importants à apporter dans les portefeuilles, dans les stratégies pour gérer cette fin d'année et le début 2026? Ouais, donc sur la fin de l'année, comme je disais, nous on voit plutôt le dernier mois comme une consolidation saine. On reste positif sur la fin de l'année, avec une rotation probablement avec des secteurs qui ont été en retard. Voilà, je pense pas que on aura une réduction de l'appétit pour le risque très forte en fin d'année malgré les bonnes performances jusque-là. Mais par contre, oui, ça sera plutôt les secteurs qui étaient en retard qui peuvent rattraper un peu. Et nous, on reste assez positionnés sur les actions pour le début de l'année prochaine encore. Avec donc, quel type de hiérarchie en tête, sachant que si on regarde les choses en dollars, les actions américaines n'ont pas démérité, mais on a beaucoup d'autres zones géographiques qui font aussi bien, voire mieux que les indices actions américaines. Que les actions américaines, je crois que l'optimisme, l'exceptionnalisme américain est un peu passé. Ouais. En même temps, ne pas être exposé à l'IA, c'est très compliqué et c'est un peu trop tôt à mon avis. Donc on reste exposé aux États-Unis, on est surpondéré sur l'Europe. Oui. Où là, il y a un potentiel de reprise un peu plus net et des attentes qui sont aussi assez raisonnables. Sur l'Asie, on est un peu plus prudent, notamment sur le Japon qui a été très très acheté. C'est cher. Ouais. Côté japonais, ça devient cher. Côté émergent asiatique, c'est plus pas cher. Ah ouais. Et donc on réduit un petit peu la voilure là-dessus au profit de l'Europe. D'accord. C'est plutôt là qu'on arbitre que sur les US où on reste exposé moyennement. Julien, qu'est-ce que votre analyse que vous nous avez livrée en début d'émission implique justement dans la gestion d'un portefeuille, d'une stratégie d'investissement là? Je décrivais en parlant de la partie politique budgétaire et monétaire américaine le cas d'une décadence. Je disais, je faisais des références historiques. Alors, je précise juste, c'est pas des Romains allongés sur le côté qui boivent du vin. Hein. C'est simplement qu'il y a un changement profond, social et économique, et ça se passe avec régularité. C'est parce que l'ancien système ne produit plus ce qui est attendu. Et donc, on remet plus d'argent dans l'idée que ça marchera mieux. Et petit à petit, ça marche de moins en moins bien. Bon, c'est juste ça. Donc, ce qui veut dire que la forme, évidemment, tout le monde a vu que c'est l'intelligence artificielle et potentiellement toujours, même si ça pose d'autres questions, l'énergie renouvelable, ce sont les sujets qui sont devant nous, qui sont essentiels. Là, on croise cette modification de structure avec les conflits géopolitiques, qui eux appartiennent à un autre cycle, mais je le développe pas parce que je vais pas parler que de ça tout le temps, mais qui font que le conflit qui a commencé il y a une petite dizaine d'années, il est pas prêt de se terminer. Donc en fait, les enjeux, ça va être les produits de base, ça va être les ressources naturelles, parce que c'est quasiment toujours le sujet. Quoi qu'on regarde, à la fin, c'est ce qui manque spécialement quand on a des populations qui veulent de plus en plus de choses, et en gros, tout le monde veut un petit peu plus de choses chaque journée qui passe. Donc, en termes d'allocation, nous, on avait quitté la tech il y a un an. Alors, je dis pas quitter la tech, c'est surpondération par rapport à Benchmark. D'accord, vous étiez neutre sur la tech. On s'était surpondéré tech en 2022. Début 2024, on est revenu une pondération en ligne, mais on a pris des banques européennes. Voilà. Très bien. Donc là, maintenant... Tu en fais de la tech? Non, je suis pas sûr. Mais non, ah bon? Peu importe. On avait des raisons à ça. La première, c'était justement tout ce qui était autour de la technologie américaine, et la seconde, c'était la pontification et le fait que les taux longs baisseraient pas. Bon. Et là, les taux longs, je vois pas non plus comment ils vont trop baisser. Ceci étant, il y a quand même beaucoup de relations au marché financier dans la valeur des banques, en dehors de la partie taux. Et compte tenu de la performance, ce serait quand même étonnant, en tant que bon gestionnaire, de ne pas faire quelque chose. La question, c'est sur quoi se repositionner. Si on retire cette surpondération. Ouais. Donc la décision n'est pas prise, mais il y a de fortes chances pour qu'on combine du produit obligataire et des produits de base. C'est-à-dire un truc quand même très défensif. Oui. Je ne vois pas comment on c'est peut passer... philosophie de ce qui vous... Je ne vois pas comment on peut passer les 2 années qui viennent avec des choses en se disant ça peut passer. En tout cas, je ne sais pas les trouver. Voilà. Ouais. Donc la combinaison, c'est un peu plus d'obligations, ce qui change par rapport à avant,
et probablement des choses très dures, des hard assets. Et sur le thème de l'IA, quel est le niveau de risque, là, le degré de risque que vous percevez ou vous évaluez? Je crois que j'ai droit à un joker par émission. Donc... Oh Non, franchement, c'est très difficile. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse pour vous? C'est un sujet vraiment de spécialiste. D'accord. Je n'en fais Donc pas c'est du partie. boîte par boîte, du stock spécifique, c'est pas... Je peux vous restituer tout ce que j'ai lu là-dessus, mais je serais qu'un autre commentateur qui n'en sait pas plus que la moyenne. Au moins, les cycles, je travaille sur quelque chose que j'ai l'impression de connaître et je travaille depuis longtemps dessus. Le point est juste à rappeler par rapport à la croissance américaine, que j'ai lu à plusieurs reprises, que les investissements dans l'intelligence artificielle étaient une composante importante du niveau de la croissance des États-Unis depuis quelques trimestres. Et ça, dans un environnement spéculatif, ça va plutôt dans mon sens qu'il y a une illusion de niveau de croissance, pas une illusion, que une parenthèse, ça change un peu dans le niveau d'investissement, une fragilité. On va trouver une économie américaine moins robuste qu'on ne pense. C'est sûr. Donc, ça va plutôt dans ce qui devrait se passer sur l'économie américaine. Ouais. Ce que je peux dire. Bon, comment on gère la situation qu'on vient de décrire, Xavier, dans des portefeuilles, dans des stratégies d'investissement, la chez KM? Déjà, la première chose, je rejoins ces messieurs, au moins sur la partie américaine, et en particulier sur les actions américaines. Je pense que là-dessus, il y a un risque potentiel. Et je vous rejoins complètement sur le fait que, à partir du moment où les investissements commencent à diminuer sur l'IA, on commencera à voir les autres secteurs qui ne font pas de performance aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est à suivre de près. C'est un risque pour les États-Unis. En ce qui concerne la zone euro, je suis plutôt favorable au fait de surpondérer la zone euro. On a des entreprises qui sont dans un mouvement qui est plutôt positif et où elles gèrent plutôt bien leurs marges. On a toujours la question du budget allemand, enfin il a été voté, de leur capacité d'investissement, et de la traduction en fait de ces investissements à la fois dans les secteurs des infrastructures mais également dans le domaine de la défense. Quand on regarde la répartition du budget de la défense, il n'est pas significativement important, mais il est là néanmoins. Et même si on arrive à signer un plan de paix sur l'Ukraine, j'espère qu'on n'est pas en 1938, j'espère qu'il n'y a pas des Chamberlain et des Daladier ici, mais la question se pose véritablement. Donc de toute façon, l'investissement dans la souveraineté au sens large, dans la défense particulièrement, oui, il faut continuer de le faire. Ça reste solide. Ça reste solide. Les besoins sont très importants. Il y a un vrai besoin de réarmement global de l'économie européenne. Donc je pense que ça, c'est un facteur de soutien. Et justement, les baisses de ces dernières périodes sont peut-être intéressantes pour revenir. Les banques restent évidemment un secteur intéressant aussi pour la zone euro. Et puis pour parler de l'Asie, je n'irai pas sur les actions asiatiques. En revanche, la dette émergente m'intéresse. Asie, Amérique du Sud, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a des taux de rendement qui sont intéressants avec des processus de baisse de taux qui commencent à se mettre en place dans un certain nombre de pays, ce qui est plutôt favorable pour ces économies. Après, à voir si on doit le faire en monnaie locale ou pas. Mais il y a encore de la valeur. Oui, c'est-à-dire qu'avec la baisse du dollar cette année, même en monnaie locale, ça a bien payé. Mais est-ce que ce sera le cas encore demain? C'est une question qu'on peut se poser. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Chapon, directeur de la gestion cotée et de la dette privée chez Arkea Asset Management. Xavier Chapard, stratégiste chez LBP Asset Management. Et Julien Nebenzal, président d'Itoro Patrimoine, étaient les invités de Planète Marché ce soir.